Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui a pour titre cette semaine « Dépression, le mal du siècle ». Il est ainsi chapeauté. Selon une étude menée par Santé publique France, 10% de la population admet avoir eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Si la pandémie de Covid est passée par là, les motifs d'anxiété ne se limitent pas aujourd'hui aux questions sanitaires, mais renvoient également aux craintes pour l'avenir, à la précarité, ou à la simple difficulté de vivre dans une société qui fait du bonheur une injonction. Mercredi, nous mettrons en ligne la suite de notre conversation avec l'ancien sociétaire de la Comédie Française, Hervé Pierre, dont nous retracerons le parcours, sans doute l'un des plus riches de sa génération. Nous sommes entrés dans les dernières semaines avant la déclaration des dons déductibles de l'impôt sur la fortune immobilière. Comme l'an passé, nous savons pouvoir compter sur votre contribution et vous savez qu'elle sera défiscalisée à hauteur de 75%. Je vous propose que nous passions maintenant au premier de nos deux sujets. Après la décision du Conseil constitutionnel, fin de partie, mais pour qui ? La loi réformant les retraites et portant l'âge légal de départ à 64 ans a été promulguée au journal officiel dans la foulée de son approbation par le Conseil constitutionnel. Cette approbation n'a pas calmé la colère de l'intersyndicale qui a décliné l'invitation d'Emmanuel Macron à le rencontrer le 18 avril. Le secrétaire national de la CFDT, Laurent Berger, a réclamé un délai de décence, ajoutant que l'intersyndicale s'était donné comme horizon pour entamer les discussions l'après 1er mai, date d'une nouvelle journée de mobilisation des opposants à la réforme des retraites. Les 13 organisations de salariés et de défense de la jeunesse, réunies en intersyndicale, ont diffusé dès la décision du Conseil connue une déclaration commune titrée « Ce n'est pas fini ». L'intersyndicale promet un 1er mai unitaire et populaire. Un 1er mai unitaire serait une première depuis 2022, quelques jours après le fameux 21 avril, après 2002, quelques jours après le 21 avril qui avait vu Jean-Marie Le Pen accéder au second tour de l'élection présidentielle. Lors de son allocution télévisée lundi, le président de la République a listé 3 chantiers prioritaires, le travail, la justice et l'ordre républicain et démocratique, et le progrès pour mieux vivre. Il a donné rendez-vous dans 100 jours, le 14 juillet, pour faire un premier bilan. Elisabeth Borne, confortée à son poste, détaillera sa feuille de route la semaine prochaine. Pour Laurent Berger, il n'en ressort rien de concret. Il s'est agi d'un énième discours de la méthode qui ne nous a rien appris et ne met pas fin au ressentiment des gens. D'après une enquête pour Libération réalisée par l'Institut Via Voice, 76% des personnes interrogées estiment que la démocratie française est actuellement en mauvaise santé. 39% sont encore plus critiques, la jugeant en très mauvaise santé. 74% pensent que la mauvaise santé de la démocratie est due au moins en partie au fait que les élus sont déconnectés des réalités des Français. Selon un sondage de l'Institut Elab réalisé mi-avril, l'image du président de la République s'est fortement dégradée en France comme à l'étranger. Avec seulement 25% d'opinion positive, Emmanuel Macron est proche du taux d'impopularité où l'avait plongé la crise des Gilets jaunes, 23% en novembre-décembre 2018, observe Bernard Sananès, le président d'Elab. Loin du président protecteur des années Covid ou du président chef de guerre du premier semestre 2022, c'est aujourd'hui l'image d'un chef d'État autoritaire, voire brutal, qui domine dans l'opinion. Figure de la lutte contre la réforme des retraites, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, dont l'organisation a gagné 31 000 adhérents dans les dernières semaines, a annoncé mercredi qu'il quittait ses fonctions en juin au profit de Marie-Lise Léon, actuellement numéro 2 du syndicat. Elle se décrit elle-même comme pas facile, surtout dans les négociations, et veut elle aussi un 1er mai historique face à la surdité de l'exécutif. Sur cette question, Nicolas Bavrez.
Aujourd'hui, la situation est à la fois claire et bloquée. D'un point de vue juridique, il est clair que la loi sur les retraites a maintenant été elle a été adoptée, sinon votée, elle a été promulguée et donc elle va entrer en application. En apparence, donc, le processus est terminé. Mais la crise sociale et politique, elle, on voit bien qu'elle continue et qu'elle tend même à s'amplifier. Le président de la République, sa première ministre et ses ministres ne peuvent pas voyager sans être accueillis par des concerts de casseroles et on a un niveau de violence endémique qui règne et qui se répand dans l'ensemble du pays. Une mobilisation importante est annoncée le 1er mai. Et par ailleurs, le groupe parlementaire Lyotte a décidé d'utiliser sa fenêtre parlementaire pour une proposition de loi qui remettrait en question la retraite à 64 ans. Donc, contrairement aux espoirs du président, la promulgation de la loi n'a absolument pas arrêté cette séquence dite des retraites. Et l'antidote qu'il a essayé de mettre en place, je pense, a fait long feu. Cette espèce de mobilisation autour des 100 jours, avec d'ailleurs une résonance politique qui est quand même ambiguë. Les 100 jours, si c'est Napoléon, ça se termine pas bien. L'autre référence, évidemment, c'est le New Deal de Roosevelt, mais on n'a pas l'impression qu'elle ait été très, très présente. Les 100 jours de Néron, non. Non, l'incendie de Kennedy, mais l'incendie de Rome n'a pas duré 100 jours. Mais il Mais ne pouvait rien, le pauvre Néron, l'incendie de Rome. Hein. Il pouvait juste accuser les chrétiens, c'est ce qu'il a fait. c'est là où il y a peut-être une différence avec Emmanuel Macron, où on peut se dire qu'il a sans doute davantage de responsabilités dans l'incendie qui aujourd'hui se répand en France. En tout cas, il y a sans doute incendie, mais se pose la question du coup de savoir comment on peut l'éteindre. Et c'est vrai que pour l'instant, le président de la République, me semble-t-il, en fait, n'a pas de solution. Ce qu'il a évoqué, c'est-à-dire le triptyque travail, sécurité, mieux vivre à travers la santé ou l'éducation, d'abord c'est très abstrait, on ne voit absolument pas ce qu'il y a derrière. On n'a toujours ni vrai projet, ni vraie majorité, et en réalité, les 100 jours, ça se limite à organiser un espèce de sursis pour la Première ministre qui a donc qui est donc en place jusqu'au 14 juillet, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc, on est ramené, et le fait d'ailleurs de démarrer des 100 jours un an après avoir été élu, c'est vrai que de toute manière, c'est une idée qui est extrêmement baroque et qui a peu de chances de prospérer. Donc, on est vraiment ramené au livre qui s'appelle « Les 100 jours » de Ludovic Vigogne, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce quinquennat est mort-né. C'est vrai que ça donne un peu le vertige. Ça fait à peine un an que Emmanuel Macron a été réélu et il se trouve dans une position d'isolement complet. Isolement complet dans le pays, mais isolement maintenant international. Il est tout à fait discrédité en Europe par ses déclarations, notamment sur la Chine. Il est coupé des grands pays qui ne le prennent plus au sérieux puisqu'il n'arrive pas à présider son pays. Et donc, on a une situation de blocage politique à peu près complet. Et là où c'est inquiétant, c'est que ça intervient à un moment où la France est en grand danger. Donc, elle est immobile, elle est profondément divisée, elle n'a plus de vrai cap, et dans un moment où on a des chocs qui se multiplient, le choc énergétique, le choc alimentaire, le choc sanitaire, le choc financier, le choc climatique, le choc géopolitique, et j'en passe. Donc, nous rentrons dans une phase de grand danger, et ce qui est finalement intéressant et en même temps inquiétant, c'est qu'on regarde les marchés, qu'on regarde les investisseurs, qu'on regarde nos partenaires européens ou qu'on regarde les Français, finalement, l'analyse, elle est sur un pays qui, aujourd'hui, donc a une croissance à peu près nulle, un taux de chômage qui reste élevé,
pas de capacité à améliorer les choses de manière significative, un dialogue social qui est complètement arrêté, et ce qui était le point fort traditionnel, c'est-à-dire une Ve République qui normalement est un régime qui était peu libéral, assez peu démocratique en réalité, mais qui était conçu pour gérer les chocs de l'histoire et y faire face, eh bien, c'est un régime qui aujourd'hui ne parvient plus à gérer les crises parce qu'il est, pris sous un espèce d'énorme État obèse et impuissant, et avec un président de la République qui est effectivement aujourd'hui, le Jupiter a tué le président. Il est aujourd'hui effectivement autoritaire, il est peu libéral, mais à force d'être isolé, eh bien, il est réduit à l'impuissance. Michaela Wiegel. Oui, parfois ça fait du bien de regarder la France avec les yeux des Allemands qui ne suivent pas de l'intérieur la situation, parce que j'ai tendance à partager l'inquiétude en général, mais quand je m'entretiens avec des Allemands qui suivent de plus loin, l'image est quand même un peu plus différente. C'est-à-dire, d'un côté, on a l'impression si le président Macron réussit à imposer cette réforme et trouver une sortie, c'est-à-dire calmer le pays, c'est tout à fait à son... quelque chose qui est attendu ailleurs en Europe, c'est-à-dire que la France accepte que tout le monde doit travailler un peu plus longtemps et qu'elle doit assainir ses systèmes sociaux qui sont par ailleurs déficitaires et même le corps, semble-t-il, est en train de rectifier ses estimations. Et donc, les 100 jours sont interprétés en Allemagne, non pas avec cette référence de Napoléon, mais comme un moyen de dire, voilà, je dois tenir encore 100 jours et après les vacances vont faire leur œuvre naturelle d'apaisement, comme on l'a souvent constaté en France. Ceci dit, je crois le dommage dans l'image du président Macron est plus grand concernant son voyage en Chine et notamment aussi en quelque sorte le maintien de cette position qui est vécue en Allemagne, mais bien sûr aussi plus à l'Est, en Pologne, dans les pays baltes, comme une sorte d'indépendance française qui fait diversion, mais qui divise profondément l'Europe. Et donc, je crois qu'il y a une situation un peu paradoxale, alors que auparavant, c'était plus l'inquiétude sur l'état réel du pays et notamment de l'économie française qui diminuait en quelque sorte la portée des propositions du président Macron. Aujourd'hui, c'est plutôt l'orientation même de sa politique étrangère et par ricochet européenne qui inspire inquiétude et notamment cette idée quasiment fixe de dire on ne doit pas devenir des vassals des États-Unis. Alors les Allemands disent c'est une drôle de façon de penser un vassal parce que ça s'est quand même tourné contre l'Allemagne et alors que l'Allemagne, si elle était vassale des États-Unis, elle aurait investi davantage dans sa défense, elle aurait jamais créé cette dépendance de l'énergie russe, elle aurait fait un tas de choses, elle n'aurait pas commercé avec la Chine comme elle le fait, elle aurait absolument pas eu une politique comme on l'a pu observer dans le passé. Donc, en quelque sorte, on a l'impression le positionnement d'Emmanuel Macron est à contretemps, c'est-à-dire il redécouvre des tonalités gaullistes alors qu'on est dans une situation où on aurait besoin que l'Occident soit uni, et notamment l'Europe. Et de l'autre côté, il fait une réforme qu'on attendait depuis très longtemps et il est très contesté pour cela dans son pays. Marc-Olivier Padis.
Oui, la question qui est posée par la situation politique actuelle, c'est savoir si on est simplement dans une phase d'impopularité du président ou dans une vraie crise des institutions. On voit qu'on a atteint des niveaux d'hostilité personnelle à Emmanuel Macron qui rappellent des situations connues par Nicolas Sarkozy. Et en même temps, Philippe, vous avez cité ces chiffres qui montrent que 3/4 des Français, en fait, sont en réalité inquiets sur l'état de la démocratie française elle-même. Et on ne peut être que frappé par cette disproportion entre une réforme qui visait à trouver 16 milliards d'euros, ce qui est quand même pas le bout du monde, et une impression de crise de régime, véritablement. Et c'est cette interrogation sur nos institutions qui explique l'extraordinaire attention qui a été portée à l'avis du Conseil constitutionnel. En fait, ce qui était tout à fait remarquable dans cet avis, c'est pas l'avis lui-même qui était assez peu inattendu, que l'attente dont il était entouré, qui était tout à fait extraordinaire et inhabituelle. Et finalement, le Conseil constitutionnel a dit que le gouvernement était libre de choisir le véhicule législatif qu'il souhaitait prendre pour une réforme de cette nature. Et il a confirmé le fait que les institutions de la Ve République donnent bien un pouvoir à l'exécutif qui peut paraître exorbitant à certains égards, mais qui est juridiquement fondé. Donc, d'un point de vue démocratique, on peut dire oui, le parlementarisme rationalisé a été utilisé dans toutes ses dimensions pour limiter la capacité de délibération du Parlement, avec certains groupes qui ont aussi saboté de l'intérieur le débat. D'ailleurs, à la grande colère des syndicats qui auraient préféré que le texte soit vraiment débattu au Parlement. Toujours est-il que c'est une réalité de la Ve République. L'exécutif a la faculté, comme on le découvre ici, même en l'absence de majorité parlementaire forte, de faire passer un projet de loi impopulaire. Ça, et c'est ce que disait Nicolas, c'était censé être une force des institutions, et aujourd'hui ça apparaît comme une faiblesse. Comme disait je ne sais plus quel auteur classique, il meurt de faiblesse au milieu de ses forces. On voit cette espèce d'absolutisme inefficace ou de divorce avec l'opinion qui n'accepte pas cette situation pour laquelle les institutions de la Ve ont été passées, c'est-à-dire de permettre quand même à l'exécutif de faire passer son programme. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et donc, on en revient à cette question politique qu'a posée Nicolas. Est-ce que c'est un quinquennat mort-né ? C'est un peu vertigineux comme interrogation, mais on voit bien... Alors, il y a un peu de point de vue, parce que certains observateurs font remarquer que le gouvernement a quand même fait voter 20 textes de loi en dehors des lois budgétaires, jusqu'à présent. Et donc, qu'à un cas, il a trouvé des accords, une manière de fonctionner avec le Parlement. Cela dit, l'état de tension actuel fait que ce sera peut-être plus difficile de continuer comme ça, même avec une première ministre qui a montré un certain talent dans la capacité à trouver des majorités. Ou alors, il faudrait une alliance en bonne et due forme, ou avec un élargissement. Mais là, il manque de partenaires de jeu. Les Républicains se sont montrés divisés et probablement incapables de se mettre en situation de négocier un véritable accord de gouvernement avec la majorité. Et donc, on peut se retrouver dans une absence de blocage, une absence de solution. Le lapsus parle de lui-même. Exagéré quand même. L'absence de blocage. C'est peut-être aller un peu loin. Trop optimiste. C'est ça. Donc, que peut faire le gouvernement ? Pas de coalition, pas de majorité et pas de renouvellement de la pratique politique. C'est surtout ça qui était la promesse d'Emmanuel Macron, c'était de gouverner autrement, gouverner avec vous. C'était le slogan de campagne, avec vous. Là, est complètement disparu. On a retrouvé récemment que le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, dans une interview à BFM TV, a dit qu'il était prêt à recourir au référendum consultatif à propos du changement de l'âge de départ à la retraite. Promesse de campagne.
complètement disparu. Curieux que personne ne le lui ait rappelé. Donc il avait bien mené cette campagne en disant mais bien sûr il faut gouverner autrement. Maintenant il a montré que intellectuellement il saisissait le problème, mais qu'il ne voulait pas renoncer à tous les outils que lui donnent les institutions. Et donc on est complètement perplexe sur la suite. Pendant ce temps-là, Laurent Berger, qui a annoncé son départ, qui était prévu de la direction de la CFDT, propose une espèce de contre-portrait du responsable public, à l'écoute, empathique, et qui n'a pas peur de renoncer à ses fonctions quand il pense qu'il est arrivé au bout de son office. Et il rappelle le sens de la démocratie sociale, qui fait partie quand même des institutions et qui n'est pas suffisamment prise en compte dans la situation. Et il semble que le gouvernement, ou peut-être à l'Élysée, on a trop pris à la lettre des enquêtes d'opinion qui parlaient de résignation de l'opinion, de grande flemme. Eh bien, les Français n'ont pas eu la flemme d'aller manifester. Ce n'est pas la résignation qui domine, c'est le mécontentement. Jean-Louis Bourlange. Oui, cher Philippe, je trouve très judicieux le titre que vous avez choisi pour fin de partie, mais pour qui parce que en réalité, on voit que tout le monde dans cette affaire est en fin de partie. Le président de la République, évidemment, il est en fin de partie d'une épreuve de force sur le chômage, mais il n'est pas sorti d'affaire pour autant, et il est profondément bloqué par le fait qu'il n'est pas rééligible. C'est extrêmement difficile de rebondir dans une impasse, parce que une impasse institutionnelle, c'est pas de sa faute. Mais quand vous êtes sur la route, vous prenez une inflexion, à un moment, un virage à droite, à gauche, tandis que lui, de toute manière, il a 4 ans, 4 petites années, et c'est extrêmement difficile de cristalliser un message politique, une équipe politique, un projet institutionnel, enfin, dans le cadre de quelqu'un qui ne sera plus là en position dominante dans 4 ans, avec des parlementaires qui savent tous que celui pour lequel ils se battront et qui les aidera à se battre dans 4 ans, ce ne sera pas Emmanuel Macron, et personne ne sait qui ce sera. Donc il y a une impasse. C'est une fin de partie pour Madame la Première ministre, dont je trouve qu'elle fait preuve de beaucoup de fermeté, de sang-froid, de dignité dans une épreuve terrible. Elle a mené son affaire à sa manière. Sans doute, c'est une femme plutôt à gauche qui devait conduire une réforme de droite. C'était pas facile pour elle. Elle a essayé de maintenir au maximum le dialogue social. Manifestement, ça a fini par agacer le président de la République, et les propos qu'on tient à l'Élysée sur la Première ministre ne sont pas encourageants. Donc, elle a 100 jours. Il semble que 100 jours, ce soit le délai, mais ce sera plutôt Waterloo-Cligny à la fin des 100 jours pour elle. Je le regretterai à certains égards, parce que je trouve qu'elle occupe ses fonctions avec beaucoup de sang-froid et de dignité. C'est un projet de fin de vie pour le gouvernement. Comment ? Oui. C'est avec ou sans soins palliatifs, c'est ça le problème. Ensuite, c'est une fin de partie pour les syndicalistes. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que les deux protagonistes essentiels, le leader de la CGT et le leader de la CFDT, sont l'un parti, l'autre sur le chemin d'un départ annoncé à très brève échéance. Et alors là, on s'interroge. Parce qu'ils ont quand même mené ce combat. Ce combat, il a abouti à une grande mobilisation, mais à un échec institutionnel. Il implique, et tous les amis de Berger disaient qu'il s'engageait dans un sentier assez délicat, parce que c'est très bien
de dire que le programme présidentiel sur lequel le président est élu est illégitime, cruel. C'est peut-être très bien, c'est peut-être très légitime de le combattre, mais il y a un moment où, quand l'ensemble des procédures institutionnelles aboutissent à ce que la réforme soit promulguée, pour un syndicaliste, c'est franchir le Rubicon que de nier la possibilité de réaliser ça. Alors, d'ailleurs, Berger dit, alors, je ne crois pas qu'il y ait un rapport direct, mais enfin ça l'arrange bien, dit ça ne sera plus mon affaire directement. Mais effectivement, ça ne sera plus son affaire directement, mais on ne voit pas très bien ce qu'il pourrait faire. Puis alors, fin de partie pour lui aussi, parce que, évidemment, à partir du moment où il a posé le problème en termes si profondément politiques, le débouché politique est inévitable et logique. Il a créé un phénomène à gauche, une image extrêmement différente de celle de Jean-Luc Mélenchon, extrêmement opposée à Emmanuel Macron, donc il occupe un créneau absolument formidable, mais alors il dit non. Alors, il dit non, on comprend qu'il dit non, comme Delors avait dit non, il dit non, je ne sais pas si c'est sincère, si c'est pas sincère. En tout cas, il ne pouvait pas dire oui. Ceux qui disent, s'il avait dit, oui, attends, j'ai oublié de vous dire, l'idée c'est d'être candidat à la présidence de la République, ça fait à ce moment-là pchit, flop, etc. Donc, de toute manière, il a intérêt à dire non. Mais je crois qu'il est sincère. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je vais militer, je vais faire une association. Alors, il va militer pour les façades... les façades thermiques, enfin des choses étonnantes. Enfin, il est évident qu'il y a un décalage profond entre l'image qu'il a acquise et sa réalité sociale et le niveau de son ambition. Alors, il y a ce côté chrétien, modeste, etc. Enfin, il est quand même dans une situation particulière. Il y a une fin de partie pour le Parlement, notamment, et pour la NUPES. Le Parlement a montré, la NUPES a montré qu'elle ne savait pas se servir de sa situation de minorité relative très forte, la situation qu'elle avait acquise lors des dernières élections. Elle a simplement... elle a gâché ses cartes, elle a donné une image extrêmement déplaisante sur le plan démocratique, sur le plan des collègues parlementaires. On en a tous pris plein la figure en termes de réputation et d'image de l'Assemblée nationale, alors que très franchement, à part LFI et peut-être une petite partie des socialistes et des Verts, mais même pas toute la NUPES, à part cela, les parlementaires se sont comportés comme ils pouvaient, et dignement, y compris le RN, qui n'a pas du tout forcé la main et ajouté au désordre. Donc, mais le Parlement, dans cette affaire-là, ressort étrillé par cette image détestable. Je discutais il y a 10 jours avec le président de la Côte d'Ivoire, j'ai accompagné Mme Braun-Pivet. Il est malin, M. Ouattara, et il nous a accueillis très gentiment, etc. Mais il rigolait bien. Il disait, le Parlement, comment ça marche? C'est bizarre, etc. Enfin, on a l'air un peu grotesque, pour dire les choses comme elles sont quand on discute avec des amis étrangers. Bon. Et alors, dernier grand fin de partie, c'est le peuple. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'il veut? Quel est, dans ce débat a été entièrement négatif. Monsieur, on a dit on veut une autre réforme. Tu parles qu'on veut une autre réforme. On a sorti effectivement la durée parce qu'on n'avait pas proposé la durée. Mais il n'y avait aucune idée. L'opposition disait mais non, c'est pas nécessaire de travailler plus. Les autres disaient c'est nécessaire de travailler plus, mais autrement. Mais en réalité, on est dans une pure négativité. Et ce qui me frappe, et je terminerai par là, c'est que dans ce débat de détestation du président de la République, je crois que les responsabilités sont partagées. Je pense que le président s'y est assez mal pris sur le plan psychologique. Il a toujours ces formules un peu excessives, un peu abusives, un peu donneurs de leçons, qui agacent les gens. Mais les Français eux-mêmes sont dans un état de détestation à l'égard de tous les responsables politiques. Moi, je vois très bien les tombereaux d'injures qui s'abattent sur les parlementaires, les menaces, alors que, très franchement, on n'est pas plus mauvais que d'habitude.
on est les parlementaires sont des citoyens comme les autres, qui sont au contact de leurs électeurs. Je dis pas pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que c'est difficile d'être vraiment implanté dans une circonscription de banlieue qui est assez insaisissable. Mais tous ceux qui sont dans des zones semi-rurales etc., sont effectivement en prise directe avec leurs électeurs, mesurent parfaitement le désarroi de ces électeurs, essaient d'y répondre dans nos partis, au Modem, ailleurs, dans tous les partis, les gens essaient de trouver des solutions, mais on voit bien que nous n'avons pas en face de nous une demande, on a un mécontentement, c'est vrai, et c'est ça qui est absolument terrifiant, c'est le fait qu'il y a vraiment une dissociation, une distanciation entre les Français et les procédures démocratiques. Je ne sais pas comment ça finira, mais la seule qui ne sera pas en fin de partie, apparemment, c'est Madame Le Pen, parce qu'elle dort et qu'elle attend une aurore tranquille. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant au voyage du président brésilien en Chine et au rapport entre le Sud global et l'Occident. Donc, Luis Ignacio Lula da Silva a effectué une visite officielle en Chine. Il a rencontré le président Xi Jinping. Son objectif est de permettre à la première puissance d'Amérique latine de revenir au centre de la géopolitique mondiale, de consolider son rôle au sein des pays émergents et de sécuriser ses exportations, alors que la situation économique du pays est précaire. Avant de rejoindre Pékin, Lula s'est arrêté à Shanghai, où il a assisté à la cérémonie d'investiture de Dilma Rousseff en tant que présidente de la nouvelle banque de développement, la banque des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, appelée le G7 des émergents. Cette banque vise à aider à financer les économies en développement, en particulier dans les infrastructures et la transition énergétique durable. Le dirigeant brésilien en a profité pour fustiger le Fonds monétaire international qu'il a accusé d'asphyxier les économies de pays comme l'Argentine et estimé que la Banque des BRICS a un grand potentiel de transformation car, dit-il, elle libère les pays émergents de la soumission aux institutions financières traditionnelles. Les échanges entre le Brésil et la Chine ont atteint en 2022 un record de 152 milliards de dollars, loin devant ceux avec les États-Unis, 89 milliards, un chiffre multiplié par 20 depuis la première visite de Lula en 2004, avec un excédent de 28 milliards en faveur du Brésil. Le géant sud-américain vend des matières premières, achète des produits manufacturés à haute valeur ajoutée. La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, qui est également le premier récipiendaire des investissements chinois dans la région, avec 6 milliards de dollars en 2021, dans des secteurs stratégiques comme les routes, les usines hydroélectriques et les télécommunications, en particulier en déployant le réseau 5G de Huawei, malgré l'hostilité de Washington. Au terme de sa visite à Pékin, le président brésilien a signé 15 accords économiques couvrant des domaines tels que la technologie des satellites, l'économie numérique, les énergies renouvelables, l'industrie automobile et l'agro-industrie. Tant sur le plan diplomatique qu'économique, les deux pays ont décidé de développer leurs relations pour se débarrasser de règles injustes et réaliser un développement plus juste et plus équilibré, selon les termes de Lula. Comme la Chine et la plupart des pays émergents, le Brésil n'a pas imposé de sanctions à la Russie. Le président brésilien, qui se refuse toujours à envoyer des munitions à l'Ukraine au nom de la paix, a affirmé à Pékin que, je cite, « les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et parler de paix. L'Union européenne doit commencer à parler de paix. » Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain a observé que, dans ce cas précis, le Brésil se fait l'écho de la propagande russe et chinoise sans prendre en compte les faits. En revanche, le ministre russe des Affaires étrangères, avant sa rencontre lundi avec le président Lula à Brasilia, a déclaré « Nous sommes reconnaissants envers nos amis brésiliens pour l'excellente compréhension de la genèse de cette situation en Ukraine. » Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour un président qui a gagné les élections contre Bolsonaro, on reste quand même circonspect devant cette proposition de médiation entre l'Ukraine et la Russie qui commence par dire que l'Ukraine devrait renoncer à la Crimée et donc qui pose un préalable inadmissible pour les Ukrainiens qui se battent pour leur intégrité territoriale. Et donc, on peut gager que cette tentative de médiation va tourner court assez vite.
Moi, je suis assez perplexe par l'émergence de cette notion de Sud global, une expression relativement nouvelle, si j'ai bien compris, qui décrit le monde non aligné, non occidental, dans un contexte post-guerre froide. Donc, on n'est plus en Est-Ouest tiers-monde, c'est autre chose, le Sud global, qui c'est un Sud qui inclut la Russie, donc c'est quand même une notion de Sud assez particulière. Et dans une situation où la Chine est maintenant beaucoup plus puissante que la Russie par rapport à la période guerre froide où c'était le contraire. Alors, les défenseurs de cette notion de Sud global disent, donc ce qui est nouveau, c'est maintenant que le Sud aide le Sud. Et c'est les efforts de la diplomatie chinoise tous azimuts pour se poser comme effectivement investisseur dans des infrastructures, bon partenaire commercial, et même une puissance qui voudrait remodeler un peu les relations internationales. On voit, ça fait longtemps qu'on sait que la Chine est très présente en Afrique, par exemple, mais le fait qu'elle parraine un peu de loin, il semble qu'elle soit arrivée un peu au dernier moment, mais un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est quand même tout à fait nouveau. Et donc, jusqu'où ira cet activisme diplomatique chinois? C'est un peu la question. Le discours du Brésil est quand même... Alors, ce que cache cette question de l'aide chinoise au Sud, c'est quand même des situations, pour le dire brutalement, de dépendance économique brutale. Le Brésil est largement dépendant des engrais russes, puisque le Brésil est un grand pays exportateur, mais essentiellement de matières premières et de production agricole. Et donc, le discours de Lula n'est pas complètement, même s'il est non aligné, il n'est pas complètement neutre, parce qu'il dépend économiquement extraordinairement des Russes. Mais de même, quand les Chinois font des prêts dans le cadre de leur nouvelle route de la soie, ils créent de la dépendance. Et quand leurs débiteurs ne sont pas capables de payer, de rembourser les prêts, on sait que la Chine s'approprie les infrastructures et donc a une politique d'un réalisme assez froid. Alors... ce qui apparaît aussi ce qui laisse aussi perplexe dans ce Sud global, donc outre le fait que le discours de non-aligné cache des situations de dépendance économique, c'est aussi le fait que les intérêts chinois et russes divergent en réalité largement. Par rapport aux institutions internationales, par exemple, les Russes sont très attachés à l'ONU parce qu'ils y ont une place importante. On a vu que là, ils étaient même à la présidence du Conseil de sécurité, alors que les Chinois imagineraient volontiers des systèmes alternatifs, beaucoup moins multilatéraux. Mais surtout par rapport à l'Europe, la Chine est dans une position où elle ne peut pas se permettre de voir se fermer le marché européen. Et donc, l'intérêt de la Chine, c'est que l'Europe ne soit pas solidaire complètement de la politique américaine. Et donc, elle essaye de jouer tous les espaces qu'elle peut trouver entre États-Unis et Union européenne. Alors que pour les Russes, ça fait vraiment un bloc occidental. Les Russes n'ont aucune considération pour les Européens. Ils les considèrent simplement comme des valets des Américains. Et donc, ils ne perçoivent pas du tout la part d'autonomie qui existe quand même dans l'action européenne. Mais ce qui me surprend le plus, pour finir sur cette question du Sud global, c'est qu'il y a un discours anti-occidental qui est fort, mais ce qui disparaît un peu, c'est la vieille notion d'impérialisme. Parce que, évidemment, les États-Unis sont peut-être encore, selon les lectures, une puissance impériale. Mais que dire de la Russie et de la Chine dans ce cas-là? Si, moi je comprends que les Brésiliens soient, hostiles à un impérialisme américain, mais ils devraient regarder ce que c'est que l'impérialisme russe. On voit bien que cette guerre contre l'Ukraine est une guerre impériale qui a été théorisée dans des textes par Vladimir Poutine, qui a expliqué que l'Ukraine ne devrait pas exister. Donc si ce n'est pas une position impériale, qu'est-ce que c'est? Et quand on regarde l'attitude
des Chinois vis-à-vis de Tibet, vis-à-vis de Taïwan, vis-à-vis de leurs voisins. On voit bien qu'il y a aussi une conception impériale dans la dimension, dans l'action politique chinoise. Donc ce que cache cette notion de Sud global, c'est aussi l'opposition entre des pays qui défendent une position non alignée, comme l'Inde ou l'Indonésie, et puis des puissances impériales qui n'ont pas qui n'ont pas renoncé à leurs rêves conquérants, comme la Russie et la Chine. Michaela Wiegel. Oui, je crois pour compléter ce que Marc-Olivier vient d'expliquer, il faut revenir au dernier congrès du Parti chinois. Ce qui est fascinant toujours avec la Chine, c'est que quasiment tout est annoncé. Et très clairement, ce dernier congrès montrait qu'on est dans une nouvelle phase pour, en quelque sorte, la suprématie chinoise dans le monde. Cet concept du Sud global, qui n'est pas d'origine chinoise, mais a été perçu comme un moyen très utile d'aller de l'avant sur ce chemin, c'est-à-dire d'imposer la Chine comme un acteur incontournable et contester la suprématie des États-Unis sur les relations internationales. Et ce qui est très intéressant et qui a été mis en avant lors du voyage du président brésilien en Chine, c'est les trois dimensions qu'on voit de cette marche, en quelque sorte, pour pousser les États-Unis dans ces retranchements. C'est tout d'abord la nouvelle technologie 5G, dont on sait qu'elle va être beaucoup plus importante que les dernières avancées technologiques, et donc la volonté d'imposer Huawei partout là où c'est possible, et le Brésil est donc un candidat très très important, un marché très, très, très large et qui aura aussi un effet sur le reste de l'Amérique latine. Et on voit bien comment la Chine, qui a dû accepter en quelque sorte, par l'installation par exemple de toutes ces usines de Apple sur son sol, que sur la dernière révolution digitale, c'était les États-Unis qui étaient dominants, mais maintenant, ils considèrent que c'est l'ère de la Chine qui commence. Le deuxième sujet, c'est la prédominance du dollar, où effectivement, et on le voit aussi, le Brésil, et Lula dans son discours, dit mais pourquoi accepter toujours cette domination du dollar? Nous, on fera désormais des contrats en yuan, et c'est ce qui se passe en parallèle déjà avec la Russie. La Russie pour d'autres raisons, puisque on a en quelque sorte essayé de sortir la Russie de nos contrats. Mais en tous les cas, il y a l'émergence d'une nouvelle zone monétaire. C'est encore à ses débuts, bien sûr, et pour l'instant, on se rassure comme on peut. Mais ce qui est très intéressant dans ce contexte, c'est que même le président Macron, lorsqu'il était en Chine, reprend ce discours sur sur le fait que l'extraterritorialité du dollar ne se justifiait plus, ce qui laisse quand même assez songeur. Et le troisième et dernier point, c'est justement le conflit en Ukraine. Alors là aussi, je trouvais assez intéressant que le président Macron avait recité un mot que le président de Gaulle avait utilisé pour justifier la sortie du commandement intégré de l'OTAN à l'époque, en disant on ne veut pas être dans des conflits, dans des crises qui ne sont pas les nôtres. Alors, on peut C'était la guerre du Vietnam, dans son Exactement. esprit. On peut le contourner aujourd'hui. L'attitude de la Chine et du Brésil, c'est exactement ça. Ils ne veulent pas être dans des crises qui ne sont pas les nôtres, à savoir l'Ukraine. Je pense qu'effectivement, il est très intéressant de voir à quel point ils jouent avec leur nouveau statut de BRICS pour dire...
en quelque sorte, c'est effectivement pas bien, mais nous n'allons pas appliquer des sanctions, nous n'allons pas non plus pousser les Russes dans leur retranchement. Au contraire, on fait davantage de commerce avec la Russie. Et on le voit très bien aussi dans les votes aux Nations Unies où on a vu à 3 reprises le nombre d'abstentionnistes qui sont quasiment conformes avec ceux qu'on intègre dans le Sud global. Nicolas Bavrez. Cette visite était annoncée par Lula comme la manifestation, le symbole du fait que le Brésil était de retour. En réalité, c'est bien plutôt la Chine qui est de retour au premier plan de la scène diplomatique après le gel de la période de Covid. Et là, pour le coup, il y a un grand bond en avant. C'est vrai que cette notion de Sud global, c'est un peu comme l'Indo-Pacifique. En réalité, c'est une notion beaucoup plus politique c'est une notion politique et qui aujourd'hui sert la Chine. Ce qui est intéressant dans cette visite, effectivement, c'est qu'on a l'agenda qui est derrière et qui est quand même très intéressant. On l'a dit, économiquement, reprenons les chiffres quand même, pour le Brésil, 152 milliards de dollars d'échanges avec la Chine, 89 milliards avec les États-Unis. Donc, la bascule est faite. Le premier partenaire, c'est la Chine. Je rappelle que c'est le cas pour toute l'Afrique et que c'est évidemment le cas également en Asie et que ça devient le cas au Moyen-Orient puisque l'Arabie saoudite est en train de basculer massivement ou les Émirats arabes unis, leur commerce d'hydrocarbures en direction de la Chine. On l'a dit, avec ça, il y a la technologie. Dans les accords qui ont été passés, il y a les satellites, il y a l'espace. Donc, c'est pas seulement... Il faut jamais oublier qu'aujourd'hui, il y a un vrai défi technologique. Deuxièmement, ça a été dit, la dédollarisation et la lutte également contre l'extraterritorialité du droit des États-Unis avec le désarmement des sanctions. La guerre en Ukraine, ça c'est la géopolitique et c'est vrai que le message selon lequel cette guerre est un problème des Européens ou de l'Occident et pas un problème pour le monde, aujourd'hui, ce narratif qui est un narratif chinois est accepté par une majorité, en tout cas des États qui représentent la majorité de la population de la planète. Et enfin, mise en accusation de l'Occident sur le climat avec donc le fonds de 200 milliards de dollars. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que donc derrière ces thèmes qui ont été posés là, maintenant, on a une vraie diplomatie et on a des vrais objectifs. Donc, d'abord, en face de l'économie, de la structuration des échanges, il y a tous ces accords qui sont passés dans le Pacifique et ailleurs. Et puis, évidemment, il y a la montée des BRICS. Il y a la mise en place d'un système d'institutions. Madame Rousseff a pris la tête de la NBD, qui est donc une institution qui est destinée à rivaliser avec la Banque mondiale. On a donc autour des BRICS, systématiquement, la mise en place d'institutions multilatérales non occidentales et non américaines. Et puis, on a cette mise en place de zones d'influence, effectivement, qui sont impériales, mais qui sont admises. Et là où la Chine marque un point, c'est que ce qui est en train d'être cassé, c'est l'idée que ça casse l'idée que c'est simplement un problème entre démocratie et empire autoritaire. Parce que Russes et Chinois ont réussi, en tout cas, à embarquer en grande partie l'Inde et le Brésil au nom du ressentiment contre l'Occident et contre le passé colonial. Et donc, il y a une conclusion pratique, c'est que côté occidental et démocratie occidentale, il est plus que temps qu'on se bouge et qu'on comprenne qu'on n'a pas le droit de laisser basculer le Sud comme allié, ou en tout cas majoritairement aligné sur les empires autoritaires. Et la chute d'influence est quand même spectaculaire. On l'a vu, normalement, l'Amérique latine, c'est l'arrière-cour des États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus vrai. La France est en train de se faire mettre dehors d'Afrique. Et évidemment, l'Asie, ça fait longtemps que l'Asie est à son compte, puisque maintenant, l'économie mondiale bascule de ce côté-là. Donc, il faut absolument mettre en place une vraie politique vis-à-vis du Sud, ce qui veut dire, d'abord, éviter de se conduire
de manière irresponsable. Par exemple, ça a été le cas pour les vaccins lors de la crise Covid. Et par ailleurs, répondre aux problèmes du Sud. Donc, répondre aux problèmes de la crise alimentaire, répondre aux problèmes de la crise énergétique, répondre aux problèmes de la dette. Aujourd'hui, il y a une vraie montée du problème financier. Donc, c'est des pays qui sont maintenant plutôt endettés. La hausse des taux va leur coûter 800 milliards de dollars et on va avoir quand même la moitié des pays les plus pauvres qui vont être en défaut dans les années qui viennent. Donc, il est grand temps que l'Occident s'en préoccupe et propose des solutions avec comme idée de casser ce front qui est en train de se constituer entre le Sud et l'Est contre l'Ouest. Jean-Louis Bourlange. Oui, je dois dire que le président, moi je partage un peu la déception de Marc-Olivier sur le président Lula. J'étais un grand fanatique du président Lula dans son précédent mandat. J'avais même essayé de populariser ici même dans notre émission un slogan extrêmement simple qui était « Chavez no, Lula si ». Parce que Lula défendait une conception démocratique traditionnelle de démocratie représentative au Brésil. Il était extrêmement ouvert sur la nécessité de réformes économiques. Il n'était pas du tout en conflit avec le FMI à l'époque. Et en même temps, il développait une politique sociale extrêmement active, éliminant le paupérisme, avec une chose qui faisait hurler d'ailleurs quand on proposait l'équivalent en France, qui était de lier les aides sociales à la fréquentation scolaire. Donc ça, c'était des choses quand les syndicats français n'étaient pas du tout d'accord, mais les syndicats brésiliens trouvaient ça très bien. Donc il représentait vraiment quelque chose de très positif. Et évidemment, c'était adossé à une situation économique très prospère, et notamment un cours du soja, qui était quand même essentiel pour les exportations brésiliennes, qui était favorable. Et là, on voit bien un repli vraiment tragique, une indifférence totale à la question démocratique. Alors évidemment, il exploite le fait qu'il a en face de lui un apprenti dictateur, une sorte de trompe de Trump d'Amérique latine, etc., qui se livre à des voies de fait pour le pouvoir. Mais en réalité, son discours sur l'Ukraine, son discours sur la Russie, son discours sur la Chine montrent qu'il se soucie de la démocratie représentative comme de son premier col marin. Donc on est bien dans cette situation. Et sur le plan de l'Ukraine, je dois dire que son discours est vraiment inacceptable. De mettre sur le même plan, de dire c'est des décisions qui ont été prises par l'Ukraine et par la Russie, non. C'est un acte d'agression unilatérale totalement injustifié. Celui qui ne s'y est pas trompé, vous l'avez cité, c'est Lavrov, qui dit c'est une très bonne interprétation, très intelligent, etc. Bon, quand Lavrov approuve, je m'inquiète. Non, mais c'est quand même assez grave. Alors, sur la question du dollar, je comprends très bien l'extraterritorialité. Le dollar, il peut y avoir une revendication de reprise de pouvoir. Donc, on a affaire là à quelque chose de grave. Et effectivement, je ne peux m'empêcher de relier cette affaire à ce que j'appellerais la peau de chagrin du modèle occidental. Quand, au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, certains, Fukuyama et quelques autres, ont crié que nous avions gagné, que les valeurs universelles qui seront celles de la Charte des Nations Unies dominaient maintenant le monde, que c'était une question de patience, que derrière M. Deng, il y aurait une démocratie, enfin un libéralisme en Chine, que Helsinki promettait d'ailleurs que ça se passerait très bien en Russie. Nous avions le printemps arabe, dont on oublie qu'il a soulevé des espoirs énormes, même si Fillou avait dit à notre antenne, d'ailleurs, que c'était l'explication, l'échec du printemps arabe, l'échec et l'explication du raidissement autoritaire absolu d'une grande partie du monde arabe. Et on avait cette situation qui était générale. Or, on s'est aperçu que tout ça est par terre. Quand Jean-Marie Guéhenno dit dans son livre avec la chute de l'Empire soviétique, le modèle occidental n'a pas gagné, c'est le modèle bolchevique qui a perdu, point final. Et alors là, la situation est terrifiante. Elle est générale. Effectivement, la Russie a évolué dans le sens qu'on voit, la Chine dans le sens qu'on sait. Ce qui s'est passé avec l'arrivée de Xi en 2013, c'est un changement
très profond de positionnement et de fondamentaux pour la Chine. L'Afrique, c'est très très impressionnant. L'Afrique, on voit à quel point effectivement nos systèmes, le fameux triptyque pacification, intervention, pacification, consolidation, ça marche. Pour l'intervention, là, tout le monde dit bravo, plus beau jour de ma vie, etc. Et puis ça s'arrête net. On n'arrive pas à pacifier, on arrive encore moins à consolider. Et on voit le président Macky Sall, qui pourtant est bien proche de nous à tant d'égards, dénoncer le paternalisme, dire que son pays en a assez du paternalisme européen. Et on voit que dans cette situation difficile où il est politiquement, il exploite donc ce sentiment anti-européen, anti-français, pour essayer de se refaire une popularité politique. Donc on a ça. Et effectivement, la démarche du président Lula s'inscrit dans cette affaire. Et je crois qu'il faut voir deux choses dans cette affaire, et je terminerai par ça. Premièrement, c'est nos valeurs qui sont en cause. Rien n'est plus clair de ce point de vue-là que ce qui se passe en Afrique. Le président Macron dit, pour la 4e fois d'ailleurs, c'est fini la France-Afrique, maintenant nous sommes pour les démocraties, les interventions militaires, les dictateurs, etc., qui durent 85-90 ans. Bon, on ne dira pas de mal de M. Biya, mais c'est fini, et on est maintenant, on veut avoir un discours vers la jeunesse. Qu'est-ce que nous répondent les Africains ? Rien n'affiche. Nous, on fait affaire avec Wagner. On ne peut pas faire affaire avec Wagner impunément. On sait ce que ça veut dire. Ce sont des gens qui pillent vos richesses, ce sont des gens qui déchaînent la violence. Ça veut dire qu'on s'assied complètement sur les principes. Et là, Hassner, notre cher ami Pierre Hassner, disait « L'hypocrisie, c'est le premier pas vers la sagesse. Au moins, on reconnaît des principes, même si on ne les applique pas. » Eh bien là, on a fini toute hypocrisie. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que derrière, alors là, je mets en cause un peu la notion de Sud global, c'est que le slogan à la mode dans ces pays, c'est le multi-alignement. Ce qui est absolument oxymorique. Si vous êtes multi-aligné, c'est que vous n'êtes pas aligné. Vous ne pouvez pas être aligné à la fois. C'est le slogan que développent les Indiens, c'est le slogan que développe, par exemple, le grand pays très sympathique, émergent en Afrique, qu'est le Mozambique, qui a des réserves de gaz qui sont presque identiques à celles du Qatar, qui est dirigé par le Front-Limo, qui est un groupe marxiste qui est tout à fait décidé à maintenir son autorité. Et alors, ils sont d'ailleurs très habiles. Ils font affaire avec les Russes, avec les Chinois, avec les Français, avec tout le monde, habilement. Donc, tous ces gens sont dans une relation opportuniste. Les Indiens, là, il faut quand même pas éviter. Bien sûr, les Indiens sont beaucoup plus faibles que les Chinois, mais ils sont montés très profondément contre la Chine. Ils participent du Quad. Ils sont inquiets du fait que les Russes sont affaiblis par rapport aux Chinois. Ça reste leurs amis, mais ils sont inquiets de ça. Ils se tournent un peu vers nous. Ils se tournent un peu vers les États-Unis. Donc, nous n'avons pas affaire, à travers ce multi-alignement, nous n'avons pas affaire à l'émergence d'un Sud global. Simplement, nous avons effectivement affaire à un ressentiment anti-occidental, mais en même temps, nous avons affaire à un refus général de toute règle du jeu commune. La multilatéralité ne fonctionne pas, la multipolarité triomphe. Merci, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves que j'ouvrirai avec 2 recommandations. La première, c'est si vous voulez découvrir l'univers magnifique des startups et du monde disruptif, écoutez ce podcast qui s'appelle Oussama le Magnifique. Oussama étant Oussama Ammar, étant l'un des 3 fondateurs avec Alice Zaguri et Nicolas Collin d'une sorte d'hébergement pour les startups qui s'appelait The Family et qui, après avoir attiré un nombre considérable de ces jeunes start-upers, a commencé à se déchirer, et vous en comprendrez les mécanismes et les enjeux en écoutant ce podcast. Et puis par ailleurs, je voudrais recommander le livre d'un agrégé de philosophie, ancien inspecteur pédagogique régional de cette matière, André Perrin, livre qui a pour titre « Posture médiatique » au pluriel et comme sous-titre « Chronique de l'imposture ordinaire ». Ce livre s'emploie, exemple après exemple et démontage après démontage, à pourfendre le cléricalisme qui étouffe l'esprit critique ou même la simple prise de distance dans trop de médias, écrits, audio ou vidéo.
Je m'étais abstenu d'en rendre compte, il a paru il y a quelques mois, parce que beaucoup, mais pas toutes, il s'en faut, beaucoup des prises à partie très documentées qui font la qualité de ce livre concernent France Culture, et que je ne voulais pas qu'on puisse douter de la sincérité de mon éloge en le mettant sur le compte d'une tentative de règlement de compte avec celle qui a dû démissionner de la direction de cette chaîne et qui s'est tant employée à nous nuire. L'auteur a 3 qualités: la précision dans la critique, une mémoire qui lui permet de mettre les imprécateurs face à leurs contradictions, leurs incohérences et leurs impostures, et un humour dont les traits peuvent être ravageurs. J'en ajouterai volontiers une 4e, la bravoure, qui fait aller André Perrin sur tous les terrains minés par celles et ceux qui le démasquent. Lorsqu'il lui arrive, tout philosophe qu'il est, de se laisser emporter et de lâcher quelques sophismes, force est de reconnaître que ça n'est pas, comme ceux dont il se moque, par peur de ne pas être un dans le troupeau de Panurge. Marc-Olivier Padis. Je recommande un livre de Raphaël Confiant qui s'appelle « Le bal de la rue Blomet », publié au Mercure de France. C'est un roman appuyé sur l'histoire réelle d'un bal très célèbre à Paris dans l'après-guerre, enfin après-grande guerre. Le bal de la rue Blomet, le 33 rue Blomet, aussi appelé le bal colonial ou, suite à un article célèbre de Robert Desnos, le bal nègre, un terme qu'on ne peut plus utiliser maintenant. D'ailleurs, le bal est rené il y a quelques années, complètement rénové, mais en évitant de prendre ce terme suite à des manifestations. Et donc, c'était un endroit absolument magnifique, un point de rendez-vous des Martiniquais à Paris, entre les ouvriers qui étaient quai de Javel ou à différents endroits dans Paris, et qui venaient danser la biguine, une musique qui dispute son origine avec le jazz pour savoir qui est le plus authentique ou le plus ancien des deux. En tout cas, c'était l'époque où la biguine faisait danser à Paris. Et Raphaël Confiant raconte cette histoire avec beaucoup de nostalgie parce que la biguine est une musique bien oubliée. Donc il y a de l'histoire de la musique, il y a de l'histoire de Paris, l'histoire des Antillais à Paris, et tout ça dans une langue magnifique, très colorée, évidemment. C'est une très belle histoire. Biguine à bongo. Michaela Wiegel. Oui, alors moi, je recommande un livre qui, pour l'instant, n'est apparu qu'en allemand, mais qui mérite vraiment une édition française. Le titre que je traduis littéralement, c'est le réseau de Moscou. Et ce livre, pour la première fois, montre de façon vraiment extensive le réseau qu'avait créé le non encore chancelier Gerhard Schröder à Hanovre, et comment ce réseau, qui se fondait déjà à l'époque d'une très fort lien avec la Russie, à chaque étape, donc pendant son passage à la chancellerie, mais surtout après, servi pour servir des intérêts très divers, des entrepreneurs qui étaient proches de lui, mais aussi donc la question de l'approvisionnement en énergie, et le troisième volet, des jeunes hommes politiques SPD qui montaient et qui étaient en quelque sorte la garde de Gerhard Schröder dans les différents gouvernements après lui. Et ça montre vraiment comment l'Allemagne, pendant l'ère Merkel, a pu glisser de plus en plus dans cette dépendance de la Russie, jusqu'au point de vendre ces réservoirs de gaz, les plus grands réservoirs de gaz, directement à Gazprom, et de se couper en quelque sorte tous les moyens étatiques de prise de décision. Et c'est très intéressant aussi sur le rôle d'Angela Merkel, qui était très clairvoyante au départ, mais qui, de plus en plus, pour maintenir sa coalition, a accepté tous ces compromissions. Nicolas Bavrez. Au moment où le Festival du Livre de Paris met à l'honneur l'Italie, je voulais vous inviter à lire Eri De Luca, qui pour moi est vraiment un
un écrivain majeur. On vient d'éditer en quarto 15 de ses textes, à la fois des romans, des poésies, des pièces de théâtre. Et puis, il y a plusieurs livres récents qui sont parus. Grandeur nature, où on trouve 9 histoires de parents et d'enfants qui vont de mai 68 et de son propre départ de sa famille jusqu'à Abraham et Isaac, parce que Héré de Luca est un grand lecteur de la Bible et du Talmud. Il y a aussi un petit livre qui est un livre, Luca adore la montagne. Il y a un petit livre qui s'appelle Impossible et qui est le récit en fait du dialogue d'un prévenu et du magistrat. 2 hommes se promènent en montagne, l'un fait une chute mortelle, l'autre qui a donné l'alerte était à quelques encablures de là normalement, et il s'avère que les deux se connaissaient très bien. Celui qui est tombé est un ancien militant d'extrême gauche repenti qui a dénoncé tout son groupe, et celui qui a donné l'alerte était un ami d'enfance qui était membre aussi de ce groupe d'extrême gauche. Jean-Luc Bourlanges. Oui, il y a beaucoup de livres qui sont que mais malheureusement j'ai pas le temps encore nous lus, presse. mais je reparlerai plus tard du livre d'Annelise d'Isabelle Lasserre et du livre d'Hugo Micheron, Le chagrin et l'oubli, qui est vraiment un livre très intéressant sur le djihadisme en France. Je crois vraiment que c'est ce qui nous manquait comme analyse, mais j'en reparlerai. Là, je voudrais simplement signaler le rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union de 2023. Le rapport Schuman, c'est donc la fondation Schuman qui est dirigée par Jean-Dominique Giuliani. Alors c'est un livre, c'est un outil de travail. C'est comme le traité de Lisbonne, c'est un outil absolument nécessaire de lire chaque année le rapport Schuman pour ceux qui suivent les affaires européennes. Alors ce qui est intéressant, il y a tout, il y a tous les écrivains qui s'occupent de l'Europe positivement sont là. Et ce qui me frappe, et je voudrais juste dire ça, c'est un certain décalage entre ce livre qui donne plein d'informations, mais qui positive énormément le rapport à l'Europe, et les analyses publiques de Jean-Dominique Giuliani, qui sont beaucoup plus préoccupées, beaucoup plus inquiètes sur notamment la réalité du couple franco-allemand, l'incertitude de l'Allemagne sur son avenir européen, l'incertitude française, le rapport un peu décalé du président de la République française avec ses partenaires. Tout ça est l'objet d'une analyse qui, à mon avis, à un peu plus d'1 an de l'élection européenne, doit vraiment nous concerner. On dit que l'Ukraine a réveillé l'Europe, c'est sans doute vrai, mais elle a réveillé une Europe divisée, fragmentée, incertaine de ses objectifs, et surtout, comme le débat intérieur français le montre, complètement ignorante des conditions et des responsabilités qu'implique la compétition internationale pour un peuple comme la France et pour des peuples comme l'ensemble des peuples européens. Merci, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compendium auquel vous pouvez vous abonner, Nicolas Tourneau sans qui notre site serait sans surveillance, Olivier Magloire sans qui les plateformes et les questions que posent nos auditeurs à propos du financement et de la défiscalisation resteraient aussi sans réponse, Adrien Beccaria qui a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique et Nouvelles Écoutes et Julien Deville qui nous produisent. Et je vous donne rendez-vous donc vendredi en Suisse à la Fondation Michalski pour l'enregistrement de l'émission de dimanche prochain.